Bonjour à tous, c'est Wassim Bendela et bienvenue à vous dans Afterlife Labs. Lorsqu'on observe le monde, on peut distinguer entre les live players et les dead players, entre les joueurs vivants et les joueurs morts. Cette classification nous vient d'un de mes penseurs contemporains préférés, Samo Buria. C'est un consultant politique, chercheur et théoricien du pouvoir et de la stratégie. C'est l'homme derrière des concepts comme la Great Founder Theory ou l'Empire Theory, et je vous recommande vraiment vivement de lire ses écrits et d'être curieux de ses travaux, car il a développé une perspective cohérente inédite des dynamiques de pouvoir. Alors pour Buria, un live player, c'est une personne qui est capable de réaliser des choses nouvelles, de s'adapter rapidement et de surprendre par ses actions. Un dead player est une personne qui est en mode autopilote, qui suit un script déjà écrit sans jamais se remettre en question et qui est incapable d'innover. Et ce modèle s'applique aussi bien aux personnes, que ce soit un président ou un artiste, qu'aux collectifs, comme une entreprise, une équipe de sport ou une nation. Mais après tout, pourquoi c'est important de faire une telle distinction ? Bien parce qu'en termes de stratégie, cette classification vous donne des clés de lecture. Elle vous aiguille sur la meilleure manière d'agir face à quelqu'un, que ce soit offensivement ou défensivement. Par exemple, si vous découvrez qu'une personne est un dead player, vous savez que vous pouvez l'attaquer de manière inattendue sans craindre de représailles. Défensivement, savoir que vous avez affaire à un live player vous rappelle qu'il faut rester aux aguets face à celui-ci, pour anticiper son jeu et l'empêcher de s'accaparer du pouvoir. Et cette classification vous donne également des indications sur le futur de notre monde. Les sociétés avec peu de live players ont tendance à stagner, et les sociétés avec beaucoup de live players ont tendance à se développer et à s'adapter. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail, dans la profondeur des live players. Un live player, c'est, comme je l'ai dit, un joueur qui surprend. Il existe plusieurs caractéristiques principales de ce type d'acteur. Alors comment on les reconnaît ? Par exemple, un premier point, c'est une coordination étroite. Pour qu'un groupe réalise des choses qui n'ont jamais été réalisées auparavant, il faut qu'il soit flexible et réactif. Cette coordination très étroite permet au groupe de prendre des mesures en dehors de sa structure formelle. Elle lui permet de sortir du scénario, de se transformer et de continuer à agir même si la structure est détruite. Imaginez par exemple une équipe tellement soudée qu'elle peut continuer à travailler de manière étroite même si l'entreprise éclate officiellement. Un deuxième point très important, c'est la tradition du savoir. La génération de nouvelles tactiques, stratégies et mécanismes de coordination implique la production et la transmission de nouvelles connaissances. Un live player doit donc avoir une tradition vivante de connaissances. Et pour que la tradition du savoir soit vivante, le groupe doit avoir au moins un théoricien. À titre d'exemple, Jürgen Klopp est le théoricien de Liverpool. C'est l'homme qui a conduit cette équipe au sommet européen en remportant la Champions League de 2018-2019. Le pressing et le gegenpressing de Klopp ont transformé Liverpool en une des équipes au jeu les plus intenses. Klopp a su maximiser le potentiel athlétique de son équipe et mettre en place une coordination vraiment très étroite entre ses joueurs, les transformant en des guerriers prêts à fournir les plus gros efforts sans se décourager. Une troisième caractéristique, c'est le fait de pouvoir sortir du cercle de compétences. Un live player est aussi capable de réaliser des choses en dehors de son domaine de compétences. Il est capable d'apprendre rapidement, mais également de prendre des décisions efficaces pour faire face à un défi. Buria prend l'exemple de Steve Jobs. De son temps, il s'était toujours opposé à toute entente avec la NSA, qui est l'agence de renseignement américaine, et il a lutté jusqu'au bout contre les portes dérobées du gouvernement dans les logiciels Apple, qu'on appelle les backdoors. Il a réussi à trouver un moyen de contourner la conformité. Et c'était complètement en dehors de son cercle de compétences principal qui est de diriger une entreprise, et c'est un signe très éloquent qu'Apple était un live player fort, au moins sous la direction de Steve Jobs. Et puis, il y a le pouvoir d'influence. Un autre signe qui permet de reconnaître un live player est que des individus exceptionnels gravitent autour d'eux. Un live player, c'est quelqu'un qui a de la lecture fine. Il est capable de bien évaluer les individus et s'entoure seulement de personnes qui vont lui apporter de la valeur. Et enfin, il y a la dissimulation stratégique, car parfois, les live players ont tendance à dissimuler leur pouvoir pour éviter toute confrontation trop précoce avec d'autres joueurs. En restant sous les radars, ils retardent les réponses et les réactions de potentiels adversaires. Amazon en est un exemple très célèbre. Pendant longtemps, l'entreprise a continué à se présenter comme une simple place de marché de livres en ligne, bien qu'elle commençait déjà à attaquer d'autres verticales et qu'elle avait une vision bien plus ambitieuse de sa place dans le monde. Cela lui a permis de ne pas réveiller les soupçons de Walmart, gagnant ainsi un temps précieux pour préparer sa future grande bataille. Alors partant de là, on va faire une petite étude de cas.
Vladimir Poutine est-il un live player ou un dead player? Il y a une remarque importante que je voudrais ajouter, c'est qu'il faut savoir qu'un joueur est live ou dead par rapport à lui-même et seulement par rapport à ça. Imaginons que X soit une action impressionnante et inattendue. Si une personne a réalisé X, refaire X une nouvelle fois ne fait pas de cette personne un live player. Et ce, même si d'autres joueurs sont incapables de réaliser X. Pour continuer à être un live player, le joueur doit réaliser quelque chose de nouveau pour lui et regagner le match contre lui-même. Et Vladimir Poutine est sans l'ombre d'un doute un live player. Le but ici n'est pas de le glorifier, car cette classification se dispense de toute question de morale, mais simplement d'évaluer les actions de Poutine par rapport à son contexte particulier. Et force est de constater que l'État russe a pris des initiatives audacieuses au cours des dernières années, en surprenant tout le monde. En mars 2014, la Fédération de Russie annexe la péninsule de Crimée, au nord de la mer Noire. On n'avait rien vu de pareil en Europe depuis des décennies. En septembre 2015, lors de la guerre civile syrienne, la Russie intervient militairement dans la région en déployant ses forces armées. Elle répond ainsi à la demande de Bachar el-Assad et réussit à stabiliser celui-ci. C'est la première intervention militaire de la Russie en dehors de sa sphère d'influence post-soviétique depuis la guerre d'Afghanistan des années 80. La Russie a dû préparer un plan d'action rapidement, et là ça nous fait penser à la tradition du savoir, et l'a exécuté par elle-même sans même se coordonner au début avec la coalition menée par les États-Unis. Ça nous refait penser à l'étroite coordination. C'est un indicateur extrêmement fort que la Russie peut apprendre rapidement, s'adapter à la situation et surprendre le monde. Alors oui, ce genre d'intervention n'a rien de nouveau, mais c'est tout à fait nouveau pour la Russie moderne. Cette même action menée par la France au Mali n'indique absolument pas que la France est un live player, car la France intervient très régulièrement en Afrique de l'Ouest. Une action bureaucratisée, même si elle est impressionnante, n'est pas un signe de live player. Alors on va se pencher maintenant sur les dead players, et pour rappel, un dead player joue et rejoue une partition déjà écrite. Il est dans une situation de confort. Il récolte les fruits de son travail antérieur, celui de ses ancêtres, ou de sa structure organisationnelle. Un artiste qui a trouvé le bon filon et qui a consolidé sa fanbase peut tomber dans la complaisance. S'il continue à dérouler la même recette sans jamais se renouveler, c'est un dead player. Il n'y a rien de mal à être un dead player, car se réinventer demande un effort colossal en plus d'être une prise de risque constante. Un chanteur qui ne se réinvente pas peut très bien continuer à vendre des disques et à générer des revenus. Et si votre culture met en place de bons modèles à imiter, vous pouvez en profiter et mener une très belle vie. Vous n'avez même pas à entretenir une tradition du savoir ou à élargir votre cercle de compétences. Mais vous serez un dead player, et comme le monde est dynamique et que le changement s'accélère, le cadre qui jusque-là fonctionnait très bien pour vous peut se révéler très rapidement complètement caduque et obsolète. Et c'est là que vous risquez de devenir insignifiant, d'être dépassé ou tout simplement renversé par quelqu'un d'autre. Alors, quelles sont les causes de la mort d'un joueur? Selon Buria, un groupe devient un dead player lorsque sa tradition intellectuelle meurt et qu'il est incapable de remplacer ses penseurs et ses théoriciens. Même s'il reste une coordination étroite, sans tête pensante, le plan de jeu sera le même et le joueur sera mort par sa stagnation. Peut-être qu'un dead player peut rester très compétitif dans son domaine d'expertise et de prédilection, mais il aura beaucoup de mal à se développer dans de nouveaux domaines et à s'adapter aux changements du monde. Nous avons déjà parlé plusieurs fois de Netflix dans les épisodes 7, 8 et 9. Avant Netflix, Blockbuster régnait en maître sur la location de DVD. Mais sa tradition du savoir s'est affaiblie, et l'entreprise a refusé de s'inscrire dans l'ère du temps en adoptant le streaming vidéo. Blockbuster est aujourd'hui mort et enterré. Un groupe devient également dead si la coordination étroite qui caractérisait ses membres est remplacée par des structures trop formelles. Buria nous révèle que ce scénario se produit parfois lorsque les membres d'une organisation changent. Si vous êtes coincé dans des structures formelles, vous êtes obligé de suivre le script existant et de vous plier au processus en place. Ce faisant, vous risquez de ne pas avoir suffisamment de flexibilité. Même avec une tradition du savoir vivante et florissante, le groupe va stagner s'il ne peut pas la mettre en pratique. Alors comment faire renaître un dead player? Car oui, c'est possible, et il suffit d'un seul grand leader pour faire revivre un dead player. C'est la raison pour laquelle quand les choses se passent mal et que les résultats sont mauvais, on remplace le CEO d'une entreprise, l'entraîneur d'une équipe ou le président d'une nation. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Réanimer un dead player est un vrai défi.
bien plus difficile que de raviver une tradition du savoir qui s'est éteinte. Pour que cette renaissance ait lieu, vous devez renverser la structure de pouvoir existante. Et il est plus facile de le faire en conquérant le pouvoir avec de la force extérieure, plutôt que d'essayer de transformer une organisation depuis l'intérieur. Car un dead player, s'il s'agit d'une organisation, peut contenir des mécanismes qui empêchent les initiés d'acquérir suffisamment de pouvoir pour le restructurer en un live player. En 2014, Microsoft était un dead player. Certes, il générait beaucoup de revenus grâce à Windows, son cash cow, mais la culture d'entreprise stagnait. Windows produisait des Windows Phone dont personne ne voulait, des tablettes Surface que tout le monde trouvait trop chères et pas assez puissantes, et Windows 8 était une déception comme on n'en a pas vu depuis longtemps de la part du géant. Puis Satya Nadella a remplacé Steve Ballmer au poste de CEO. Nadella a directement tué Windows Phone pour se démarquer de son prédécesseur et jeter l'éponge dans la bataille des assistants vocaux avec Cortana. Il a ainsi stoppé l'hémorragie de cash de ses verticales et a fait travailler ses développeurs sur des activités plus cruciales pour l'entreprise. Nadella a donné naissance à une nouvelle tradition du savoir, non plus centrée sur Windows comme avant, mais centrée sur le cloud. Windows en est devenu l'un des plus grands acteurs, générant plus de 10 milliards par an. Office est maintenant cloud-based. Windows est livré et mis à jour via le cloud. Les produits Surface sont une machine aujourd'hui qui génère des milliards par an grâce au cloud. Et Microsoft Azure est le deuxième plus gros acteur du cloud computing. Sous Ballmer, l'action Microsoft a stagné. Sous Nadella, elle est passée de 35 à 170 $. En novembre 2018, et pendant un court instant, Microsoft est même devenue l'entreprise la plus valorisée au monde. Satya Nadella a fait revivre Microsoft. Mais il faut bien évidemment se méfier des dead players aussi. Pourquoi ? Parce qu'il est bien plus facile de détecter les live players que les dead players. Car des joueurs en apparence morts peuvent en réalité être bien vivants et juste jouer les morts. Alors on arrive à la fin de cet épisode. Le modèle Live Players and Dead Players n'est qu'une pièce du grand puzzle de Sam Oburia. Ces théories combinent plusieurs techniques de mapping du pouvoir et le tout forme une théorie très cohérente de pourquoi aucune civilisation n'est intemporelle. Personnellement, depuis que j'ai découvert ce modèle, je m'amuse souvent à y classer des personnes, des entreprises ou des nations. Faites le jeu vous-même. Êtes-vous un live player ou un dead player ? Êtes-vous live dans certains domaines et dead dans d'autres ? Votre entreprise a-t-elle une tradition du savoir ? Avez-vous instauré une étroite coordination au sein de votre cercle d'amis ? Et avez-vous investi dernièrement dans des entreprises dirigées par des live players ou des entreprises dirigées par des dead players ? Alors bien sûr, comme tout modèle, celui-ci a ses lacunes ainsi que ses limites. Mais il n'en demeure pas moins l'un des modèles les plus intéressants que j'ai découvert récemment. À très vite sur Afterlife Labs.